La saison NBA est enfin lancée et ça fait grave du bien. Au bout d'une semaine, on peut déjà dire qu'on a été bien gâtés. On a vu des grosses performances, des fins de match à suspense et beaucoup de drama. On va donc se poser et revenir sur les points marquants de ces premiers jours de compétition NBA. Mais avant qu'on se lance, c'est le moment pour vous de soutenir cette chaîne et de vous y abonner si c'est pas encore fait. Puis tant que vous y êtes, vous pouvez aussi vous abonner à mes autres réseaux comme Twitter, Insta et TikTok. On commence bien sûr avec le season opener des Bucks contre les Nets et la cérémonie de remise des bagues de champion pour Milwaukee qui sont juste incroyables. Le haut peut carrément se détacher pour en faire un collier, ce qui n'avait encore jamais été fait auparavant et ce qui peut faire un sacré style en soirée. Alors, pas sur tout le monde, sur nous ça ferait sûrement assez con, mais sur des mecs de NBA habillés comme des lampadaires, moi je dis pourquoi pas. Quand la bague s'ouvre, ils ont même un QR code à l'intérieur, ça doit sûrement être pour leur passe sanitaire. Bref, la soirée a débuté dans la joie pour eux avec cette cérémonie et ils avaient aussi à cœur de gagner devant leur public, surtout contre les Nets après que beaucoup de monde ait insinué qu'ils auraient dû passer à leur place. Et les Bucks n'ont pas fait dans le détail puisqu'ils les ont assez facilement battus, 127-104. Les champions en titre avaient les crocs et ont clairement dominé dans l'intensité et dans l'agressivité. L'action de ce match étant clairement ce contre incroyable de Giannis sur Claxton. Et puis en attaque, les Nets n'ayant aucun défenseur capable de faire illusion face à la puissance du MVP des finales, ils se sont fait enfoncer toute la soirée par Giannis qui n'a eu aucun problème à bouger ses défenseurs jusque sous le panier pour finir en force. Et sa gravité leur a également permis d'obtenir des shoots ouverts toute la soirée, le grec attirant plusieurs défenseurs en aide à chaque fois qu'il se trouve proche de la raquette, ce qui laisse énormément d'espace à leurs shooters, comme ici où Grayson Allen score dans le corner. Dans ma dernière vidéo, on se posait la question de savoir si les Lakers allaient être un fiasco ou une dinguerie. Bon, on n'est pas là pour tirer des conclusions hâtives et on va leur laisser plus de temps pour se mettre en place avant de vraiment répondre à cette question, mais c'est en tout cas un début de saison bien compliqué pour eux, avec des défaites, une impression visuelle pas terrible, un mauvais body language et du drama. Oui, déjà. L'intégration de Westbrook est pour l'instant poussive et c'est difficile pour lui de trouver sa place en tant que troisième option. Son premier match a été simplement catastrophique avec seulement 8 points à 30% au shoot, 4 balles perdues et un box plus-minus de moins 23. Et quand on regarde ceux de James et Davis, on se rend bien compte que le match se perd quand Russell était sur le terrain. Le second match des Lakers n'a pas été beaucoup mieux pour eux puisqu'ils ont également perdu et que les tensions au sein du groupe ont éclaté aux yeux de tous avec cette altercation entre Anthony Davis et Dwight Howard. C'est jamais bon ce genre de situation, encore moins devant des caméras et encore moins quand c'est à Los Angeles où leurs moindres faits et gestes sont épiés par la presse. Les Lakers sont une équipe qui est très grande avec beaucoup de joueurs intérieurs. Anthony Davis, Dwight Howard, DeAndre Jordan, LeBron et Westbrook sont tous des joueurs qui attaquent beaucoup le cercle et qui sont moins efficaces loin du panier. Pourtant, pour le moment, ils se font dominer dans la raquette par leurs adversaires. 46-34 contre Golden State et 52-26 contre les Suns. Et même dans leur seule victoire contre Memphis, ils se sont également fait dominer dans la raquette 62-52. C'est clairement pas normal et on peut interpréter ça par le manque de spacing. Les adversaires verrouillent la raquette en leur laissant beaucoup d'espace à 3 points et il va falloir que les Lakers trouvent des solutions pour aller plus dans la raquette justement, là où leurs joueurs sont meilleurs. La situation autour de Ben Simmons devient vraiment critique et on se croirait presque devant un épisode des Anges de la télé-réalité. Les Sixers ont l'air au bout de leur vie avec Simmons, comme Embiid qui l'a violemment taclé en conférence de presse en déclarant « À ce stade, j'en ai plus rien à faire de ce mec, c'est pas notre job de jouer au babysitter. » Bon ça, c'est dit. De son côté, Simmons lui continue de faire tout son possible pour forcer un transfert et ça donne des situations vraiment lunaires aux entraînements de Philly. Simmons ne dit bonjour à personne en arrivant, il fait une gueule d'enterrement pour bien montrer qu'il n'a pas envie d'être là, ne participe pas au rassemblement d'équipe et quitte l'entraînement sans discuter avec personne. La cerise sur le gâteau, c'était quand il s'est fait renvoyer de l'entraînement par Doc Rivers après avoir refusé de participer à certains exercices défensifs. Les Sixers l'ont suspendu dans la foulée pour comportement préjudiciable à l'équipe. C'est vraiment une situation compliquée, et bien que je puisse comprendre son envie de partir, Ben Simmons est vraiment dans l'abus et j'aime de moins en moins cette technique qu'ont les joueurs NBA de rendre la situation tellement insoutenable avec leur équipe pour forcer un transfert. C'est ce qu'avait fait James Harden déjà pour quitter Houston ou encore Jimmy Butler pour quitter Minnesota, et c'est vraiment pas pro. Les Sixers, ils tiennent le coup pour le moment, ils sont déterminés à pas céder à son chantage. Ça c'est bien, mais il faudra voir combien de temps ils peuvent tenir et si ça va pas être trop négatif pour l'équipe. Dernièrement, Simmons aurait demandé à s'entretenir avec ses coéquipiers pour leur dire que tout le monde devait prendre ses responsabilités, lui y compris.
Alors ça va encore prendre du temps, mais c'est au moins un pas dans la bonne direction. Comme dit, la meilleure solution pour lui pour partir, ce serait d'arrêter de faire le gamin et de montrer qu'il est un vrai professionnel. Venir jouer et montrer ce qu'il vaut sur le terrain pour faire augmenter sa valeur. C'est ce que Chris Paul a fait par exemple après s'être fait transférer au Thunder. On se doutait qu'il aurait préféré aller dans une équipe compétitive, mais il n'a rien dit. Il était pro dès son arrivée, il a formé les jeunes, il a très bien joué et il a même emmené l'équipe en play-off contre toute attente, ce qui lui a permis de faire augmenter grandement sa cote pour attirer les bonnes équipes. Et 1 an plus tard, il était en finale NBA avec Phoenix. Alors, oui, la situation, c'est pas exactement la même, mais je pense quand même que Simmons devrait s'en inspirer un tout petit peu. Et on termine avec le match le plus fou de cette première semaine. Le match en double prolongation entre les Knicks et les Celtics. C'était aussi le premier match officiel de Vavan avec les Knicks et une chose est sûre, c'est qu'il est déjà dans le cœur du public du Madison Square Garden. C'était un match fort en suspense et en rebondissement. Les Knicks ont été portés par un duo qui risque fort d'être la principale traction offensive. Julius Randle avec ses 35 points et Vavan avec 32. De l'autre côté, c'est Jaylen Brown qui a été incroyable et qui a tenu la baraque pour les Celtics avec ses 46 points. Et pourtant, on pensait pas que le match allait devenir complètement incroyable parce qu'il semblait être complètement plié avec 6 points d'avance pour les Knicks à 35 secondes de la fin. Mais quelques grosses erreurs de leur part vont permettre à Boston de revenir. D'abord avec cette mauvaise passe de Kemba interceptée par Grant Williams qui va finir en contre-attaque, puis encore une mauvaise passe de Kemba qui entraîne une faute et des lancers pour Boston. À 9 secondes de la fin, les Knicks ils ont encore 4 points d'avance, mais Jaylen Brown va scorer un énorme 3 points très contesté du logo pour garder les Celtics dans le match. Après que les Knicks aient marqué l'heure de lancer, les Celtics doivent absolument marquer un 3 points pour égaliser avec seulement 4,8 secondes à jouer et la tâche semble très difficile. Mais bon, les Knicks vont bien les aider. Fournier va faire une prise à 2 complètement inutile, ce qui va permettre à Schroeder de se rendre disponible plein axe dans son dos. Première grosse erreur. La deuxième est donc faite par Kemba, qui oublie Marcus Smart à 3 points au pire moment du match. Il voulait aller dans la raquette pour protéger le drive de Schroeder, mais c'est complètement stupide puisque les Knicks mènent de 3 points. Donc il vaut mieux rester sur le mec qui est seul à 3 points et les laisser marquer un lay-up. Bref, le match va en overtime et c'est là que notre Vavan national va nous montrer tout son talent et sa clutchitude. Il va scorer panier à 3 points sur panier à 3 points. D'abord sur cette action où il fait une feinte de main à main avant de changer brutalement de direction pour se retrouver seul à 3 points. Ensuite, les Celtics vont adopter une stratégie très étrange par rapport à Vavan puisqu'ils vont décider sur plusieurs actions de passer en dessous des écrans pour le laisser shooter. On les va faire une première fois sur cette action-ci, mais ils vont continuer cette stratégie sur cette action où Vavan va les punir une fois de plus pour cet affront. Et c'est finalement en toute fin de la deuxième prolongation que Vavan va une fois de plus nous montrer sa clutchitude en scorant le panier le plus important de la soirée. Rose, lui, reçoit un écran de Randle et un main à main avec Robinson. Robinson coupe vers le panier et est censé recevoir un écran d'Evan Fournier. Sauf que Fournier ne le pose pas vraiment et fonce vers la ligne à 3 points. Les deux défenseurs de Boston se font avoir, ils communiquent mal et restent tous les deux attachés à Robinson. Fournier reçoit du coup la balle à 3 points, il fait une feinte pour éliminer Schroeder et plante un très gros 3 pour donner 2 points d'avance aux New-Yorkais. Boston ne reviendra plus et New York s'impose dans un Madison Square Garden en feu. Sinon, en rapide, les Bulls sont à 3-0 et ont bien lancé leur saison. L'impression visuelle est très plaisante pour le moment. Ils partagent bien la balle en attaque et sont très surprenants en défense. Pareil pour les Hornets qui sont également très plaisants à voir jouer et qui viennent même de battre les Nets. Et enfin, les Warriors sont eux aussi à 3-0 avec un Steph Curry en feu et une très bonne dynamique en attendant le retour de Klay Thompson. Paul George, Miles Turner, Stephen Curry, Jaylen Brown et Ja Morant sont les 5 joueurs ayant déjà réalisé un match à plus de 40 points cette saison. Les Pelicans sont dans le dur et n'ont pas encore gagné un seul match. Va vite falloir que Zion revienne. De plus, il y avait eu des rumeurs cet été comme quoi le camp de Zion ne serait pas hyper convaincu que celui-ci serait au meilleur endroit pour gagner. Du coup, les Pelicans n'ont pas le temps et il faut absolument qu'ils se mettent à gagner des matchs s'ils veulent espérer pouvoir leur signer. Et enfin, le Heat s'est vengé du 4-0 qu'ils ont pris l'année dernière contre les Bucks en les explosant de 42 points. Ils ont été dessus dans l'intensité, dans l'agressivité, ils ont montré une défense incroyable et Tyler Herro, qui a beaucoup de choses à prouver cette année, reste sur la bonne dynamique de sa pré-saison en étant un très bon scoreur en sortie de banc et même si c'est très rapide, voire trop rapide de dire ça au bout de 2 matchs, il pourrait très bien venir se mêler à la course au 6e homme de l'année. Voilà donc pour cette première semaine de compétition. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure façon pour me soutenir et pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, les chauffeurs de banc, je vous dis à la prochaine.
Ciao.